partie intégrante de processus, s'il vous plaît. Pas d'erreur, pas de lacune, pas de lapsus, pas de faute de frappe. Vous n'allez jamais avancer, croyez-moi. Tu peux travailler le français tous les jours et ne jamais progresser. Pas par manque d'efforts, mais par manque de stratégie. Pourquoi? C'est exactement ce qui bloque la majorité des apprenants. À un certain stade, progresser en français ne dépend plus de ce que vous apprenez, mais de ce que vous êtes capable de mobiliser. On va savoir c'est quoi mobiliser exactement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode complète fondée sur 3 axes essentiels. Premier axe qui est l'exposition. C'est quoi l'exposition? C'est en anglais l'input, l'entrée. Ensuite, on aura la transformation. Ensuite, on aura les sorties qui est la production. La plupart des apprenants avancés rencontrent une difficulté assez précise. Ils comprennent de mieux en mieux le français tout en éprouvant des difficultés à s'exprimer avec fluidité, comme je fais moi-même parfois. Alors, l'objectif n'est pas d'apprendre davantage de contenu, on va arrêter un moment de consommer, mais transformer ce que vous connaissez déjà en compétences actives. 3 axes qui structurent cette approche, comme on a dit, entrée, transformation et sortie, production. Donc, la majorité de nous-mêmes dispose d'un capital linguistique passif significatif. Cependant, ce capital reste difficilement mobilisable dans des situations réelles. Je vais donner 3 observations et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non. N'oubliez pas d'apporter quelque chose de chaud ou de froid à boire car la vidéo sera un petit peu longue. Première observation, c'est la dissociation de compréhension-production. La compréhension atteint souvent un niveau B2, oui, certainement, et parfois C1, comme j'en ai sur ma page Facebook. Je vous salue tous et toutes. Alors, mais la production reste bloquée autour du B1. Deuxième observation, l'absence de circuit de réactivation. Les connaissances, ça c'était uniquement pour le décor, il fonctionne pas. Mon chat a mangé le truc, on s'en fout. Les connaissances acquises ne sont pas réutilisées de manière systématique. Donc, observation 3, l'apprentissage linéaire. Donc, les apprenants, les étudiants accumulent des unités linguistiques sans boucle de retour. Donc, la progression efficace repose quoi? On reprend la même chose que j'ai dite comment dirais-je, au début de la vidéo. Input, c'est quoi? Les entrées, c'est l'exposition ciblée. Par exemple, on va sélectionner des contenus légèrement supérieurs au niveau actuel. Si vous êtes niveau B2, vous allez systématiquement commencer à écouter du C1. Pourquoi? L'objectif, l'enrichissement lexical, l'exposition structurée. Deuxièmement, donc on est toujours dans notre triangle, la transformation. C'est quoi la transformation? C'est un traitement actif. Donc chaque élément doit être manipulé mentalement. Cela inclut la reformulation, la création de phrases et la variation du contexte. On va clore notre triangle avec le output, la production contrainte. Toute acquisition, toute chose acquise même dans la vie, doit être restituée sous contrainte. C'est quoi ces contraintes-là lors de l'examen de DELF, DALF ou TCF? C'est le temps limité, le thème imposé et l'absence du support. Vous n'aurez pas de support qui pourra vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire une activation. C'est notre clé fondamentale.
Une connaissance linguistique n'a pas de valeur fonctionnelle tant qu'elle n'est pas active. Vous savez, quand vous commencez à lire, à écouter et vous ne faites pas de production, elle reste toujours bloquée si elle n'est pas réutilisée, mobilisée. Donc, l'activation correspond à la capacité à mobiliser une structure linguistique sans support externe. Autrement dit, comprendre un mot ne suffit plus. Il faut être capable de l'utiliser dans plusieurs contextes spontanément. Donc, on va appliquer cela. Comment? Créer des phrases immédiatement, réutiliser sans délai, éviter l'apprentissage isolé. Surtout, n'apprenez pas mot par mot. Prenez un mot, mettez-le dans des phrases. Alors, la variation contextuelle. Une structure, pour les disclaimers, structure linguistique doit être utilisée dans plusieurs contextes pour devenir stable. On va prendre maintenant un exemple concret. Donc, on a parlé trou, on prend le mot ou le connecteur logique toutefois. Il a trois contextes. Un contexte académique, oral et argumentatif. On va commencer par un contexte argumentatif. C'est quoi son but ou son objectif? À quoi il sert? On utilise toutefois pour nuancer une thèse, pour montrer une réflexion équilibrée. Par exemple, un sujet dit « Le télétravail est-il bénéfique pour la productivité ?» On va mettre toutefois dans un exemple. La mise en place du télétravail permet une flexibilité accrue et une réduction du stress lié au transport. Toutefois, l'absence de frontières claires entre vie professionnelle, vie privée peut mener à un épuisement psychologique qui est nommé le burn-out si elle n'est pas encadrée. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On ne contredit pas l'avantage du travail, mais à quoi sert? Toutefois, dites-moi en commentaire, elle sert à ajouter une condition restrictive. C'est ce que les examinateurs appellent une concession. On a parlé beaucoup de concessions, de connecteurs logiques de concession sur cette chaîne. Maîtrisez bien évidemment. Donc, c'était le contexte argumentatif. Maintenant, je vais essayer de parler tout doucement. Mais j'étais affectée par les remarques que j'ai eues, donc j'essaie de parler plus naturellement avec une vitesse rapide, mais je vais diminuer. Un contexte académique, donc ici toutefois, va introduire une limite méthodologique et une exception à une règle générale. Un autre sujet, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'apprentissage des langues. Donc, un exemple, les algorithmes actuels offrent une correction syntaxique quasi parfaite et instantanée. Toutefois, l'apprentissage de langue ne saurait réduire à la maîtrise technique, la dimension interculturelle et émotionnelle reste à ce jour l'apanage de l'interaction humaine. Donc ici, on a utilisé, pourquoi? On l'a utilisé pour passer d'un plan technique à un plan plus philosophique et humain. C'est une transition, on va appeler ça une transition de haut niveau. Et on termine par un contexte oral. Donc l'objectif ici, ça sera réagir à une objection, par exemple, faite par l'examinateur avec courtoisie et fermeté. Donc la situation nous dit quoi? L'examinateur vous pose une question lors d'un examen de DELF B2, par exemple. Ne pensez-vous pas que votre solution est trop coûteuse? Vous commencez toujours par « Je comprends votre inquiétude concernant le budget initial. Toutefois, si l'on considère l'économie réalisée sur le long terme grâce à l'efficacité du système, cet investissement s'avère
parfaitement rentable. Donc, ici, on a utilisé toutefois pour valider l'argument de l'autre, qui est l'examinateur, ce qu'on appelle concession, avant de reprendre le dessus avec une réfutation. C'est l'outil diplomatique par excellence, puisqu'on a dit qu'on va répondre avec fermeté et courtoisie aussi. J'espère que tout le monde aura un petit peu de courtoisie dans ce monde. Alors, l'objectif était, je termine, il était comme ça, non? Comme ça, oui. Alors, créer une flexibilité cognitive du langage. Une erreur fréquente faite par la plupart des étudiants, dont moi-même, apprendre une seule phrase modèle et la répéter mécaniquement. Et oui, il ne faut pas le faire. Donc, il faut faire comme on a fait sur toutefois. On va passer maintenant à la contrainte temporaire. La fluidité ne se développe pas dans le confort. La fluidité se crée sous contrainte. Donc, un temps limité, un sujet imposé avec une absence de préparation longue. Ces conditions obligent le cerveau à réagir. On va prendre un exercice chronométré. Donc, vous allez parler pendant 30 secondes sur ce sujet. Je vais le dire et après, faites pause de 30 secondes, faites l'exercice et reprenez la vidéo. La vidéo. Faut-il interdire les voitures dans les centres-villes? N'hésitez pas à faire l'exercice après ou vous pouvez faire pause et faire l'exercice et me reprendre. Donc, mon exemple, la piétonisation intégrale des centres-villes est souvent présentée comme l'unique remède à la pollution urbaine. Certes, cette mesure garantit une amélioration immédiate de la qualité de l'air et de la sécurité des usagers. Toutefois, une interdiction radicale risque de fragiliser le commerce de proximité et d'exclure les populations périphériques mal desservies par les transports en commun. À mon sens, l'enjeu n'est pas d'interdire, cependant de proposer des alternatives multimodales crédibles avant toute restriction. Alors, ma remarque, mon conseil, tout ce que vous souhaitez, continuez même si vous hésitez, même si vous n'êtes pas parfait. La fluidité ne se développe pas dans le confort, elle est acquise et non pas innée. Donc, vous devez faire des erreurs et les rectifier afin de vous améliorer. Donc, des erreurs fréquentes. Préparez mentalement des réponses idéales. Et là, je suis contre. Préparez la base et vous allez traiter n'importe quel sujet, que ce soit sciences humaines, littérature, santé, recyclage, environnement, travail, relations, vie quotidienne. Alors, on va parler maintenant de la répétition non identique. Qu'est-ce qu'elle a là? Elle est folle. C'est quoi une répétition non identique? Alors, une répétition efficace n'est pas une répétition mécanique. Chaque répétition doit comporter une variation minimale. Exemple, même idée, vocabulaire différent, structure modifiée. Notre objectif, c'est d'éviter et de supprimer de notre tête, notre cerveau et cervelle l'automatisation rigide. Cela développe plus grande souplesse linguistique. Donc, vous allez reformuler, ce qui vous permettra de renforcer votre maîtrise. Prenons un exercice. Alors, reformulez cette idée. Qu'est-ce qu'elle dit, l'idée? Elle dit « Les jeunes passent trop de temps sur leur téléphone ». Alors, une approche cognitive. On assiste à une mutation profonde des habitudes d'apprentissage
où l'omniprésence des écrans semble fragiliser les capacités de concentration prolongée chez les jeunes ou les nouvelles générations, il n'empêche que cette immersion numérique constante, si elle facilite l'accès immédiat à l'information, elle accentue la difficulté à s'investir dans des tâches de fond comme la lecture d'un ouvrage de référence ou l'étude d'un dossier complexe. Alors, avant de passer à l'approche sociologique, les termes que je viens d'utiliser, c'est des termes C1, C2, parce que moi, je suis en train de m'entraîner avec vous. Alors, une approche sociologique maintenant de la même idée. Si le smartphone est devenu le nouveau vecteur de socialisation des adolescents, force est de constater qu'il crée paradoxalement un environnement aliénant qui les isole dans leur entourage immédiat. Toujours est-il que cette présence numérique permanente finit par créer un clivage entre l'image idéalisée projetée sur les réseaux et la réalité, souvent plus terne, de leur quotidien social. Mon téléphone, il est à 20%. J'espère que je pourrai continuer. Alors, une dernière approche, donc toujours même idée avec un vocabulaire différent, l'approche économique psychologique. La surexposition des mineurs aux terminaux mobiles ne relève plus seulement d'un manque de discipline, mais d'une véritable stratégie de captation de l'attention par les géants du numérique. Il n'en demeure pas moins que ce climat de sollicitation constante s'avère anxiogène pour de nombreux jeunes dont l'estime de soi dépend désormais de la validation éphémère d'un écran. Alors, après avoir fait ces répétitions non identiques, donc le même thème, la même idée avec plusieurs approches, on doit faire ce qu'on appelle l'autocorrection. Donc, vous ne progressez réellement que lorsque vous analysez votre production, que ce soit orale ou écrite. Donc, l'erreur fait partie intégrante de processus, s'il vous plaît. Pas d'erreur, pas de lacune, pas de lapsus, pas de faute de frappe. Vous n'allez jamais avancer, croyez-moi. Disclaimer, vous pouvez me bloquer ou zapper la vidéo. Encore faut-il savoir l'identifier et la corriger. Donc la méthode la plus simple que je dis à chaque vidéo, s'enregistrer, parler à voix haute, que ce soit à travers la caméra ou bien en audio, analyser et reformuler. Alors, un exercice que vous allez faire vous-même, répondez à cette question. Le travail en équipe est-il plus efficace que le travail individuel? On part souvent du postulat que l'union fait la force dans le milieu professionnel. Il est vrai que la coopération permet d'aborder des dossiers dont la difficulté s'est accentuée avec la mondialisation. Il n'en demeure moins que cette organisation peut devenir pesante si elle étouffe l'initiative personnelle, créant ainsi un clivage entre les membres de l'équipe. Quoi qu'il en soit, l'efficacité ne dépend pas tant de la collaboration que de la clarté des objectifs fixés, car une équipe sans direction reste une somme d'indisciplinés. Une autre approche, la collaboration permet d'atteindre des objectifs ambitieux. Il n'empêche que le travail de groupe ralentit parfois la prise de décision par rapport à une gestion individuelle. Après, j'ai fait deux approches, faites 3, 4, 5, 6 sur chaque sujet, puis analysez. Donc, répondez à 3 questions. Ai-je bien structuré mon idée? Ai-je utilisé un connecteur logique ou plusieurs connecteurs logiques? Mon discours est-il fluide? Donc, on va terminer la vidéo avec la simulation.
fait partie intégrante de processus, s'il vous plaît. Pas d'erreur, pas de lacune, pas de lapsus, pas de faute de frappe. Vous n'allez jamais avancer, croyez-moi. Disclaimer, vous pouvez me bloquer ou zapper la vidéo. Encore faut-il savoir l'identifier et la corriger. Donc, la méthode la plus simple que je dis à chaque vidéo,